Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur RTI 1, c'est l'heure de votre journal à la une ce dimanche. Les ministres des Transports, de l'économie numérique et le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes ont présenté à leur tour leur budget 2022 aux députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Leurs propositions ont été validées vendredi par les parlementaires. Après 3 jours de travaux, la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO s'est achevée hier samedi. 13 chefs d'état-major de la sous-région y ont pris part. Ils ont évoqué les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme. Des outils de coopération seront mis en place pour tenter de contenir la menace. Au Burkina Faso, la journée d'hier a été tendue autour de la base où s'est installé le convoi de l'armée française. Des manifestants ont tenté d'accéder au site. Les soldats français ont effectué des tirs de sommation pour les en éloigner. Mais selon l'état-major français, il n'y a eu aucun blessé du fait de l'action française. La Suisse est un pays d'Europe ayant une frontière commune avec l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Liechtenstein. Le pays est un État fédéral de 26 cantons avec une superficie de 41 000 km² et une population de 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en saura un peu plus sur ce joli pays. On en saura surtout beaucoup sur la coopération Côte d'Ivoire-Suisse, coopération qui date de 60 ans maintenant. L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. C'est Anne Lugon-Moulin. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur Diaby. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre Il faut dire, il faut le préciser déjà d'entrée de jeu, vous ne faites pas partie de l'Union européenne. Non. Même si vous êtes dans le Schengen. On est au cœur de l'Europe. On a beaucoup de relations avec l'Union européenne, mais on n'est pas membre. Vous faites partie du Schengen. Exact. Et votre franc, c'est le franc suisse. Exactement. On en parlera longuement tout à l'heure. Volontiers. À tout à l'heure, Madame l'ambassadeur. On va tout de suite à l'Assemblée nationale où se poursuit le ballet des membres du gouvernement. Les ministres y défilent tour à tour depuis quelques jours pour défendre leur projet de budget devant les parlementaires membres de la Commission des affaires économiques et financières. Vendredi, ce sont le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, le ministre de l'économie numérique et celui en charge des transports qui y étaient pour leur grand oral. Jean-Luc Gbagbo. Amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, renforcement de la sécurité, tels sont entre autres défis du transport en 2022 et pour lesquels le ministre Amadou Koné a sollicité le vote de son budget aux députés. Le projet de budget 2022, donc d'un montant de 72 782 811 787 francs, s'il est approuvé, permettra d'une part de poursuivre l'œuvre de modernisation du secteur des transports et d'autre part de contribuer de façon efficiente et efficace à la relance de notre économie. Célestin Serredo, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, a également défendu le budget de son département, estimé à 9,2 milliards de francs CFA. Il a obtenu le quitus des parlementaires. Unanimité aussi pour le budget du ministère de l'économie numérique. Au niveau de la politique d'orientation du ministère, il faut voir qu'elle est faite à partir de deux objectifs principaux qui sont améliorer la gouvernance du ministère et puis, secondo, accélérer la transformation digitale de l'économie nationale par le développement du secteur. Roger Adom a invité les parlementaires à contribuer à travers leur vote à faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un hub digital de l'Afrique de l'Ouest. Le budget qui s'élève à 50 milliards de francs CFA a été adopté par les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et pendant 72 heures, 13 chefs d'État de la région ouest-africaine se sont réunis à Abidjan pour des travaux. C'était lors de la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, avec à l'ordre du jour les questions sécuritaires. Dans le cadre, par exemple, de la lutte contre le terrorisme, il a été décidé d'imaginer et de mettre en place des outils de coopération inter-États. Les précisions d'Abou Sandogo. Rendez-vous périodique des chefs militaires de la sous-région ouest-africaine. La 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO s'est achevée après 3 jours de travaux, de plénières et de sessions restreintes. Les travaux ont essentiellement porté sur la synergie d'action et la solidarité active entre les armées de la zone CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme.
Je voudrais vous remercier d'avoir été conforme à l'esprit de notre comité, efficacité et convivialité. Et je souhaite que cet esprit perdure, car il transcende les frontières, tant officielles, culturelles que linguistiques, pour ne viser qu'à l'idéal commun, la sûreté pour nos États, la sécurité pour nos populations. Après les perspectives pour l'optimisation de la sécurité dans la zone CEDEAO, des décisions ont été prises par le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Vous avez pris des décisions et des recommandations idoines à travers l'organisation d'opérations conjointes, à travers la capacitation de nos forces sur le terrain. Nous avons retenu que vos décisions vont dans le sens de la volonté politique des chefs d'État qui veulent que la paix et la sécurité règnent dans notre sous-région. La Côte d'Ivoire se félicite de la bonne tenue de cette rencontre et de la qualité des échanges au cours des travaux. La définition claire d'une feuille de route des travaux a permis d'aboutir à des propositions et des réponses concrètes, réalistes et applicables. Le ministre d'État, ministre de la Défense, voudrait pour sa part vous assurer de l'engagement de l'État ivoirien à accompagner et à soutenir toutes les initiatives visant à garantir l'environnement sécuritaire de notre pays et de nos pays. Le comité des chefs d'état-major est un organe de soutien aux institutions de la CEDEAO, regroupant l'ensemble des chefs des armées et chargé de la prévention et la gestion des conflits dans la région. Le Trésor de Côte d'Ivoire certifié à la norme qualité internationale. C'est même la première responsable de l'organisme international de certification qui a fait le déplacement d'Abidjan pour remettre le certificat ISO 9001 à la Direction générale du Trésor. La Direction générale du Trésor dont les performances sont ainsi reconnues en matière de transformation numérique et d'innovation du service public. On retrouve Jean-Luc Banco. C'est le 28 novembre 2019 que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'est vue décerner par l'Association française de normalisation AFNOR le certificat ISO 9001 version 2015. Mais la remise de ce certificat a été retardée par les contraintes liées à la pandémie à coronavirus. C'est chose faite désormais et elle vient confirmer le savoir-faire et la compétence de cette administration. On s'est engagé dans ce processus en vue d'améliorer notre façon de travailler et de nous mettre résolument à la disposition de nos usagers clients et de leur donner satisfaction. Pour l'organisme français de normalisation, cette distinction est non seulement un signe d'évolution et de développement de l'État ivoirien, mais également sa volonté à se conformer aux normes internationales. Cette nouvelle version de la norme ISO 9001, donc cette version 2015, elle met l'accent sur la performance et sur la qualité du service client. Donc ces deux éléments-là ont été relevés par l'équipe d'audit qui a jugé que sur ces deux points, la performance justement de la direction générale était très importante et qu'elle méritait l'émission d'un certificat. Le certificat obtenu par le Trésor en 2019 est soumis à un renouvellement tous les 3 ans. Le premier audit, réalisé en avril 2021, s'est révélé concluant pour le Trésor public ivoirien. Les structures publiques en Côte d'Ivoire, la qualité, ça les connaît. La SEGRAE vient encore de confirmer sa position de leader des institutions de prévoyance sociale en Afrique de l'Ouest. Elle vient encore de recevoir le certificat ISO 9001 version 2015. Une fierté pour la tutelle, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. Le directeur général de l'IPS SEGRAE chaleureusement ovationné. Pour la 2e fois consécutive, l'institution de prévoyance sociale obtient la certification ISO 9001 en sa version 2015. La satisfaction de nos assureurs sociaux a toujours été une préoccupation majeure pour l'IPS SEGRAE. Nous devons transformer leurs attentes implicites et explicites en exigences pour nous. Et ce sont ces exigences qui nous ont conduits à mettre en place un système de management de la qualité depuis 2016 et qui a fait qu'on a eu la certification en 2016 et renouvelée aujourd'hui pour la 2e fois. Dans sa stratégie de positionnement,
Pendant les 3 années de validité de cette certification, l'IPS SEGRAE mise sur l'engagement de son directeur général et l'implication totale de son personnel à divers niveaux hiérarchiques autour des objectifs et des valeurs de l'institution. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'en félicite. Maître Camara Adama exhorte l'IPS SEGRAE à toujours promouvoir et vulgariser le régime de retraite complémentaire par capitalisation. À ce jour, le produit phare de l'institution. Ce n'est que le début. Le chemin est long, tout comme la légitimité, la confiance peut s'effriter. Faites en sorte que cette confiance ne s'effrite pas et que vous glaniez encore d'autres certifications. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale exhorte les autres institutions, notamment la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, à intégrer le cercle des organisations certifiées. Reportage Evelyne Yoboué et Eugène Atoubé. Allons maintenant au café numérique. Cette tribune où on débat sur les enjeux de la signature électronique pour les usagers et acteurs du secteur. Le café numérique est animé par des spécialistes des TIC et du droit numérique. C'est un cadre d'échange qui vise l'évolution du numérique en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji de retour de ce café. La signature électronique, problématique principale de cette première édition du Café numérique de Côte d'Ivoire. Ce procédé technologique permet d'identifier de façon sécurisée un individu qui appose sa signature sur un document. Une cinquantaine d'experts du droit du numérique et des universitaires ont donc échangé sur les enjeux juridiques, les aspects techniques et les intérêts de la signature électronique pour les entreprises. Ils savaient que vraiment il existait des signatures électroniques telles que les codes QR, mais je n'avais pas compris vraiment assez le concept en fait. Donc à travers cette cérémonie, j'ai bien compris comment ça marche et comment ça fonctionne. Dr Séverin Guibessongui, l'initiateur de ces assises, s'est prononcé sur l'importance du sujet et de ce cadre de concertation pour les usagers des TIC. Dans un monde où nous professons la digitalisation accrue des services publics comme privés, alors nous avons un contraste. Et ce contraste, c'est qu'on réchigne à signer électroniquement, alors que la signature électronique a des avantages énormes en termes de sécurité que n'ont pas la signature manuscrite qui est facilement imitée. La signature électronique tire son fondement juridique dans la loi du 30 juin 2013 relative aux transactions électroniques. Cette loi dispose que la signature électronique a la même valeur probante que la signature manuscrite. Le café numérique se tiendra tous les 3 mois. Tout écule par-dessus tête avec le coronavirus. Les contaminations, il y en a chaque jour. Les morts, il y en a aussi. On en compte déjà plus de 5 millions à travers la planète. Le coronavirus a touché 9 personnes hier en Côte d'Ivoire. 61 577 malades ont été enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie. Le monstre tueur a pris au total 702 vies ici et 335 cas sont encore actifs. 335 personnes qui se battent en ce moment contre la maladie. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir se produire, mais que nous devons accepter. Le coronavirus est là, disciplinons-nous davantage et nous le bouterons hors de nos vies. Le déchet le plus facile à éliminer est celui que l'on n'a pas produit. Désormais, il faut compter avec le Centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée. Et c'est le CEA Valopro qui a pour objectif de former ou de renforcer les capacités des acteurs de la gestion des déchets. Le lancement officiel des activités du centre s'est fait cette semaine à Yamoussoukro, à l'Institut national polytechnique, au Fouette-Boigny. Kader Sogodogo, RTI Boaké, reportage. La valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, Valopro, est une réalité désormais en Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro lance officiellement la formation. Il s'agira de former des cadres compétents en expertise de la problématique liée à la gestion des déchets, préparer les apprenants aux discussions, à la sensibilisation et à la recherche sur la problématique des déchets, aussi bien en Côte d'Ivoire
que dans les autres pays de la sous-région. En Côte d'Ivoire, par exemple, le taux de déchets par habitant et par jour est de 0,64 kg contre 0,46 kg pour un habitant de l'Afrique subsaharienne. Ce potentiel important de déchets doit être valorisé. Face à ce défi, l'INPHB a résolu d'inscrire parmi ses offres de formation l'ingénierie de la valorisation des déchets et l'option valorisation des déchets comme une option du doctorat en génie des procédés. L'initiative est soutenue par le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le CEA ValoPro, c'est un centre d'excellence d'Afrique et nous avons recruté environ 80 étudiants. Dans le cadre de la phase impact de ces projets, c'est l'Agence française de développement qui a financé les centres de Côte d'Ivoire à travers un prêt souverain contracté par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, environ 3 milliards de nos francs ont été mis à la disposition du centre d'excellence CEA ValoPro. Lors de ce lancement, le centre a signé un accord de partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, suivi de la visite des différents stands d'exposition des produits issus des déchets. C'était un reportage de Kader Sogodogo. Je vous emmène maintenant à Bétier, dans la région de l'Indénié-Djuablin. L'ONG Care International vient d'y implémenter un projet d'autonomisation de la femme rurale. C'est le projet Association villageoise d'épargne et de crédit. Un projet grâce auquel des milliers de femmes issues de plusieurs villages du département de Bétier sont désormais financièrement indépendantes. Les explications de notre correspondant Herman Yamia. Elles ont cru au projet d'association villageoise d'épargne et de crédit avec. Elles y ont adhéré massivement et aujourd'hui elles parviennent à assurer leur autonomie. Elles, ce sont les femmes des villages d'Akrebi, d'Akakomoukro, d'Abradinou et d'Aprompron. Toutes issues du département de Bétier, elles se sont retrouvées dans le village d'Aprompron à Féwa pour une journée de partage. Je vends des jus. Mais grâce à l'association, aujourd'hui j'ai pu acheter une machine pour couper des jus, pour les livrer dans les différents villages. Et grâce à cette association, je compte construire ma maison, un terrain que j'ai acheté, que je compte construire. Moi j'ai commencé d'abord par 30 000 francs, que j'ai commencé avec les croquettes et autres. Et j'ai versé, je suis allé prendre encore pour pouvoir faire grand. Et après, dernièrement, je viens de prendre 200 000 francs pour pouvoir aller emporter des choses à Abidjan pour venir revendre. L'initiative de ces associations villageoises d'épargne et de crédit est de l'ONG Care International. Elle entend à travers cette action permettre aux populations rurales de sortir de la précarité et aussi donner l'opportunité aux femmes de soutenir leurs conjoints dans leurs différents ménages. Ici, nous avons actuellement 25 AVEC issus de 4 localités. Ces 25 AVEC ont mobilisé la somme de 55 millions. Et aujourd'hui, nous sommes au partage. C'est 10 AVEC qui ont partagé la somme de 29 millions. L'approche AVEC permet aux populations de se mettre en association, lever des cotisations et de s'octroyer des prêts entre elles pour le financement de leurs différentes activités génératrices de revenus. Une idée ingénieuse saluée par le sous-préfet de Diamarakro. On était tous en train de penser à quel moment une femme ou bien deux vont s'asseoir pour économiser leur argent jusqu'à 29 millions, 55 millions. Il a fallu que quelqu'un les canalise, il a fallu que quelqu'un les chapeaute et il a fallu que quelqu'un les encourage. Merci à Care International et aux autres partenaires. Les membres des différentes AVEC exhortent les femmes encore réticentes à les rejoindre afin de disposer de quoi se prendre en charge. Biancouma, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, région du Tonkui. De Bétier à Biancouma, c'est plus de 700 km. Là-bas, les femmes parlent cohésion sociale et solidarité. Et pour ce faire, elles ont commencé par se réunir en association. Une association qu'elles ont présentée récemment aux autorités de leur région, ici à Abidjan. Clarisse Kanyala, Djamasso et Jean-Marc Djadji. Les femmes de Dantumba, dans la sous-préfecture de Kwata, en conclave pour la paix et le développement. Les activités de l'association Tokia Corse, qui signifie en langue Toura, mieux être ensemble,
viennent à point nommé pour ces femmes du département de Biankouma. Je suis épanouie, je suis très fière parce que j'ai eu un congélateur qui m'a permis de faire mon commerce. Œuvrer pour leur développement personnel est l'objectif de cette association. Nous avons permis aux femmes de créer des activités génératrices de revenus à travers nos différentes cotisations. Nous avons organisé cette cérémonie pour d'abord démontrer aux femmes la cohésion qui est entre nous, qui existe entre nous, l'union qui existe dans notre association. Le ministère de tutelle salue cette initiative en faveur de l'autonomisation de la femme. Ces braves dames sont encouragées. Vu le thème qu'elles développent, à savoir la cohésion sociale, qui dit cohésion sociale dit vivre ensemble. Qui dit vivre ensemble dit la solidarité. De la cohésion sociale, on arrive à la solidarité. Je pense qu'elles sont à féliciter au plus haut niveau. Parce qu'elles sont dans la vision de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir une Côte d'Ivoire solidaire. Cette cérémonie est présidée par Mathias Fé Digbe, leader de la nouvelle vision pour le développement de Biankouma. L'association Tokia Corse, créée le 24 décembre 2021, compte aujourd'hui 53 membres. Pendant ce temps, à Bundiali, dans la Bagoué, on inaugurait la maison des chefs bâtie à Kasséré. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement originaires de la région. Les ministres ont exhorté les populations à la culture de la paix, à la cohésion, au vivre ensemble. Le témoignage de Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. Kasséré, département de Kouto, canton Pagala, la maison des chefs, régulateur des rapports sociaux inaugurés. Je suis le 9e chef de canton du Pogala. Et si ça se fait à mon temps, moi je dis je suis fier et je suis content. Au nom du chef de canton de Korogo, son porte-parole, Koulibaly Diakaria, s'est réjouissant de cette maison des chefs, d'arbitrage et de prévention des conflits, a appelé les chefs à être justes dans leur prise de décision, tout en exhortant la population à respecter les garants des us et coutumes. Le député de la circonscription, Koulibaly Fonona, et le président de la mutuelle de Kasséré, Ouattara Mamadou, ont souhaité de l'eau potable dans les villages de Kasséré et le bitumage de l'axe Kouto-Kasséré. Pour le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, cette rencontre sonne la mobilisation des forces vives à l'union et à la solidarité. Et si les chefs ont un endroit où ils peuvent se retrouver, un endroit qui peut matérialiser leur cohésion et leur union, quoi de plus normal d'étendre cet appel à la cohésion et à l'union à toute la population. La ministre Mariatou Kone, initiatrice de cette œuvre, a été félicitée pour sa contribution à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le traditionnel arbre à palabres fait place à ces bâtiments flambant neufs, un hommage rendu aux chefs. C'est un endroit où les chefs vont se retrouver, où les chefs pourront entre eux fraterniser. Ici, ils pourront réfléchir au devenir de leur localité, au devenir de leur canton. Cet endroit manquait. Le dernier village de Kasséré connecté au réseau électrique national, hommage et reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. On va donc prier pour cette paix tant souhaitée. Pour cela, direction le temple Ebenezer d'Adjamé, temple nouvellement, officiellement consacré de nouveau par le bishop Benjamin Boni, président de la Confédération annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents sur place pour la cérémonie de dédicace. Patricia Oumour, à vous. Après avoir coupé symboliquement le ruban marquant l'ouverture des portes, son éminence Benjamin Boni a procédé au rituel de consécration du temple Ebenezer d'Abidjan-Adjamé. Des prières élevées vers Dieu et des cantiques ont meublé la cérémonie de dédicace qui a été également l'occasion pour l'Émussie d'exprimer sa reconnaissance aux pionniers et aux bâtisseurs qui ont reçu des tableaux d'honneur. Cette célébration qui est la dédicace signifie que l'œuvre est achevée et remise entre les mains de Dieu qui en est l'auteur. Alors cette dédicace, qui est la seconde parce que l'Église a été rénovée, inaugure des temps nouveaux. Donc nous prenons un nouveau départ.
Le premier responsable de l'EMUCI s'est réjoui de ce que les fidèles aient construit un sanctuaire à la gloire de Dieu. Il a prié pour que la parole de Dieu y soit prêchée avec fidélité de génération en génération, mais aussi pour que les sacrements du mariage et du baptême y soient célébrés. La parole de Dieu sera prêchée ici. Ici, nous prierons, nous intercéderons pour tous les humains, en particulier pour tous ceux que la vie traîne, donc tous ceux qui sont en difficulté. Ici, nous recevrons les époux pour la bénédiction nuptiale. Ici, les enfants et toutes les couches, n'est-ce pas, toutes les générations seront instruites dans la voie du Seigneur. C'est donc un grand jour, le jour de dédicace. Un don financier pour soutenir l'œuvre de Dieu a été offert par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, suivi de plusieurs autres dons de la part des ministres ainsi que des maires des communes de Makori et d'Adjamé. Plusieurs dédicaces du temple de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays. On part maintenant pour la Turquie. On va en pèlerinage. On va suivre les traces de Paul et Jean, des apôtres de Jésus-Christ. Et c'est un périple auquel ont pris part de nombreux Ivoiriens qui disent avoir pu nourrir leur esprit de choses essentielles à leur bien-être et surtout à leur salut. Sidonie Davila faisait partie du voyage. Elle nous raconte maintenant. Turquie 2021. Le pèlerinage des chrétiens ivoiriens a réuni plus de 150 fidèles de différentes confessions religieuses. C'est ensemble que les fidèles partagent la parole de Dieu, un moment de prière intense, caractérisé par une explosion de joie dans la louange, l'adoration et autres témoignages. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni. Nous tous, nous nous sommes réunis ici et nous avons prié pour que notre pays aussi retrouve cette paix tant désirée. C'est à travers la Direction générale des cultes, grâce au gouvernement ivoirien, que la destination Turquie pour le pèlerinage des chrétiens s'est concrétisée. Pour cette première édition, les enfants de Dieu n'ont pas boudé leur plaisir spirituel. Pour eux, le pèlerinage en Turquie porte ses fruits. On a vu la présence de Dieu dans cette synagogue. Une fois que nous sommes rentrés dedans, l'Esprit de Dieu m'a saisi et j'étais très content. Ce voyage qui nous est offert par l'État de Côte d'Ivoire, dirigé par son Excellence Alassane Ouattara, est une opportunité. Nous sommes vraiment très touchés, très bénis et nous repartons encore plus, je peux le dire, motivés pour prier pour notre pays afin que notre pays puisse atteindre la dimension de ces pays développés. Quand tu viens, ça te permet de connaître beaucoup de choses. Tu lis la Bible, mais au moins il faut vivre ce qui est dans la Bible. Ce qui m'a beaucoup marqué pendant ce pèlerinage, c'est la ville d'Éphèse. L'organisation qu'il y avait à cette époque m'a beaucoup impressionné. La ville d'Éphèse m'a beaucoup inspiré et j'ai beaucoup appris. La satisfaction des pèlerins est aussi celle des organisateurs. Je remercie encore le chef de l'État qui met les moyens à disposition de l'Église de Côte d'Ivoire. Je remercie les autorités de la Direction générale des cultes et puis les leaders ecclésiastiques qui ont apporté leur soutien. La plupart de toutes les fédérations ont adhéré au projet. Toujours avec le soutien des autorités ivoiriennes et la Direction générale des cultes, les organisateurs entendent aller plus loin après la Turquie pour d'autres défis spirituels. Un reportage de Sidonie Davila et Ulrich Adongon. Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, la journée d'hier a été tendue autour de la base où s'est installé le convoi de l'armée française. Des manifestants ont tenté d'accéder au site. Les soldats français ont effectué des tirs de sommation pour les en éloigner. Le gouverneur de la région de Kaya s'est rendu par 2 fois sur place pour tenter de désamorcer la crise et permettre au convoi de revenir sur Ouagadougou. Selon une source médicale, 4 personnes ont été reçues au service des urgences, mais selon l'état-major français, il n'y a eu aucun blessé du fait de l'action française.
Lundi dernier, 15 novembre, les Belges ont fêté le roi Philippe, leur 7e roi ici en Côte d'Ivoire. C'est l'ambassade de la Belgique en Côte d'Ivoire qui a abrité la cérémonie. Une fête qui marquait également des décennies de relations diplomatiques entre les deux pays. Kandia Camara ne s'est pas fait compter l'événement. Reportage, Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. C'est par l'abidjanaise et la brambassonne, les hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et de la Belgique, qu'a débuté la célébration de la fête du 7e roi des Belges, le roi Philippe. Une célébration qui se tient tous les 15 novembre. Lors de la fête du roi, nous célébrons notre souverain, le roi Philippe, mais aussi la loi et la liberté, qui sont le fondement de notre nation. À cette occasion, rappelons que les devises de nos deux pays ont l'union en commun, car l'union ne fait pas seulement la force, elle est aussi au cœur de notre alliance. Double célébration car la Côte d'Ivoire et la Belgique célèbrent aussi 60 ans de relations diplomatiques. Depuis le 15 mars 1961, le président Félix Houphouët-Boigny et le roi Baudouin ont débuté et entretenu une relation qui s'est nouée en une coopération dans les secteurs maritimes, agricoles et de la construction. Depuis le 15 mars 1961, date de l'établissement de nos relations diplomatiques, nos deux pays ont marché ensemble dans le sens de leurs intérêts mutuels. On ne s'en félicitera jamais assez. Ces relations sont plus que jamais au beau fixe. J'en ai personnellement eu une preuve supplémentaire lors du colloque virtuel organisé le 24 juin 2021 avec son Excellence Madame Sophie Wilmès, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères de Belgique, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à nouveau à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. La fête du roi est une fête célébrée depuis 1866 en Belgique, le 15 novembre, jour de la Saint-Léopold, prénom des deux premiers rois des Belges. Ce jour est férié dans le pays pour les employés des secteurs administratifs et les fonctionnaires des services publics. C'est l'heure. On passe au second chapitre de cette édition, le magazine du dimanche. Un quart d'heure consacré à la coopération entre la Côte d'Ivoire et un autre pays d'Europe, la coopération ivoiro-suisse. Et pour en parler, nous avons fait appel à Madame l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lugon-Moulin, qui nous a rejoint en plateau. Excellence, bienvenue. Je vous invite à suivre cet élément vidéo que nous propose Michel Digré, un élément vidéo pour mettre en place donc le décor et ensuite on se retrouve. Pour comprendre les liens forts entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, il faut remonter l'aiguille de l'horloge du temps. L'idylle naît au début des années 60 entre le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, et la ville de Genève où il avait une résidence. La Suisse ouvre une ambassade à Abidjan en 1961. Un vice-consulat y était déjà installé depuis 1952. À partir de 1962, la stabilité politique et les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire ont permis la conclusion de plusieurs accords bilatéraux dans le domaine du commerce, de la protection des investissements et de la coopération technique. La Suisse est présente en Côte d'Ivoire dans les secteurs agroalimentaires et des infrastructures. Elle joue également un rôle majeur dans le domaine de l'humanitaire et de la recherche scientifique. Merci à vous, Michel Digré. Madame l'ambassadeur, la Côte d'Ivoire et la Suisse fêtent 60 années de relations bilatérales, d'amitié. Comment vous évaluez ces relations ? Ces relations sont excellentes, elles ne cessent de se renforcer. Le reportage l'a montré, on avait déjà il y a quelques décennies signé une série d'accords. Cette année, on a eu beaucoup de moments forts au plan diplomatique. Il y a eu une rencontre entre la ministre d'État, Affaires étrangères et de la diaspora, Madame Camara, avec son Excellence Madame Camara, avec notre ministre des Affaires étrangères à New York. On aura d'autres visites en Suisse d'ici la fin de l'année. Au plan économique, des ouvertures d'usines de très gros investisseurs suisses, de grandes multinationales. Au plan culturel, on a organisé un festival de films ivoiro-suisses cet été, en mettant en lumière des talents ivoiriens, d'ailleurs, qui ont gagné des prix en Suisse. Et puis enfin, au plan scientifique, on a ici le Centre suisse de recherche scientifique depuis 1951, donc qui fête 70 ans cette année.
Et on a donc fêté dignement avec un colloque international ouvert par le ministre de l'Enseignement et de la Recherche supérieure. Donc ça montre la diversité des relations qui ne cessent de s'accroître au fil des ans. Qui ne cesse de s'accroître. La Chambre suisse de commerce vient de voir le jour. C'était le mois dernier. C'est quoi l'importance du secteur privé suisse ici en Côte d'Ivoire? Alors on compte une quarantaine d'entreprises. La plupart des grosses entreprises qui ont leur siège en Suisse, mais qui représentent au niveau mondial et cotées en bourse, dans différents secteurs d'économie, la construction, l'industrie des machines, l'industrie pharmaceutique, les services, les start-up, la réassurance. Donc on a vraiment une grande variété et ça reflète d'ailleurs le tissu économique suisse. On est dans les 5 premiers investisseurs dans le pays en créant des milliers d'emplois chaque année. Et si je vous demandais que représente la Côte d'Ivoire dans l'économie suisse, pour l'économie suisse? Alors la balance commerciale d'échange entre nos deux pays est excédentaire en faveur de la Côte d'Ivoire. Donc on importe beaucoup plus de produits ivoiriens que l'inverse. Et c'est essentiellement des matières premières et des produits comme le cacao, la noix de cajou et les métaux précieux. Vous l'avez dit, le Centre suisse de coopération de recherche scientifique existe à Yopougon depuis 70 ans. C'est quoi la mission de ce centre? Alors, c'est un centre d'expertise et d'excellence en matière de biodiversité, de recherche environnementale et sur la santé animale, qui s'est ouvert à quelques autres sujets un peu plus larges de société, de gouvernance. Mais c'est essentiellement un lieu où il y a des échanges entre professeurs du Nord, professeurs du Sud. C'est un centre de référence au niveau régional qui accueille beaucoup de projets de recherche scientifique et qui d'ailleurs, où est logé un fonds de recherche ivoiro-suisse qui est géré ici depuis une vingtaine d'années. Et que fait la Suisse en matière de coopération au développement en Côte d'Ivoire? Alors, dans les années 90, on a fait un programme de désendettement bilatéral qui était d'assez grande envergure, dont on porte encore une partie des fruits aujourd'hui. C'est ce fonds de recherche dont je parlais qui va bientôt être mis à disposition entièrement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un gros pilier. À disposition du FONSTI. Exactement, vers le FONSTI. Il faut le dire, c'est le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation. Donc, on va verser plus de 5 milliards de francs CFA au FONSTI tout prochainement. Cela dit, les intérêts de ce fonds continuent de financer des projets dans la Côte d'Ivoire. On a d'autres actions en matière communautaire. L'année passée, on a aidé avec le Covid, les vaccins, la construction de certaines petites infrastructures. Et puis prochainement, ce qu'on est en train de lancer, c'est des projets transfrontaliers au nord, avec les zones au Burkina Faso et du Mali, pour essayer de désenclaver en matière d'infrastructures, donc des pistes, des marchés, et puis des projets dans le domaine du secteur informel, la gouvernance du travail dans le secteur informel pour améliorer les conditions. Et encore quelques projets soutenus dans le secteur du cacao pour un cacao plus durable et une meilleure traçabilité du cacao. Donc on a une variété de soutien au pays. Et là, la relation Côte d'Ivoire-Suisse semble être du gagnant-gagnant, en tout cas à vous entendre. Alors, comment la Suisse aide-t-elle la Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence? Alors, vous l'avez dit, gagnant-gagnant. Pour nous, la Côte d'Ivoire est un pays déjà émergent. Donc, il y a une capacité économique et une capacité scientifique qui sont très intéressants et importants pour nous. Donc, les échanges sont fructueux dans les deux sens. On a énormément de partenariats scientifiques entre hautes écoles suisses qui voient d'elles-mêmes l'intérêt d'agir en Côte d'Ivoire ou agir avec des partenaires ivoiriens. Au plan économique, c'est la même chose. Vous l'avez mentionné, la balance commerciale est excédentaire pour la Côte d'Ivoire. Nous, on crée des postes de travail ici. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une relation de gagnant-gagnant d'un pays émergent. Cela dit, il y a aussi de l'assistance pure. On a, par exemple, aidé au projet des Nations Unies pendant l'année électorale. En matière de droits de l'homme, on pousse certains sujets. Toute la question du droit des femmes, c'était la journée de l'enfant hier, droit des enfants. Donc, il y a d'autres sujets sur lesquels on estime qu'on peut encore apporter quelques messages et contributions pour favoriser l'éclosion d'une société vraiment émergente. La Suisse, le pays du chocolat, c'est mondialement connu et pourtant, vous ne produisez pas de cacao. L'agriculture, même chez vous, c'est un peu moins de 1%, je crois. Exactement, on n'est pas plus du tout un pays agricole, on l'a été il y a 100 ans, on n'est plus du tout aujourd'hui, c'est marginal, c'est une agriculture essentiellement de subsistance. Alors ici, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les transformateurs de cacao qui sont suisses ici, je dis bien transforment déjà une partie du cacao. Donc ce qui est exporté, c'est déjà des produits semi-transformés. Ce n'est pas le produit final, mais c'est les produits semi-transformés et aussi une partie de fèves. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, donc on s'approvisionne chez vous, mais aussi ailleurs.
Aussi ailleurs en Amérique latine, je crois. Exactement. Et la Suisse et la Belgique se battent pour se battent pour la première place, je crois, en matière de chocolat. Vous êtes premier? Premier ou la Belgique, je ne sais pas. Tout à l'heure, on voyait le reportage sur la Belgique, je ne veux pas voler la vedette. Ce qui est certain, c'est qu'on est un gros producteur de chocolat et aussi un gros consommateur. Un gros consommateur. Oui, et la Suisse est un grand importateur, surtout de cacao ivoirien, comme vous venez de le dire. Mais comment se positionne la Suisse dans l'agenda de transformation locale? Vous avez dit c'est transformé à moitié, c'est pas... Alors, bon, quand cette transformation complète ici des entreprises pour cela? On est déjà dans la volonté du gouvernement ivoirien de faire du secteur du cacao un secteur durable en matière de moins de déforestation, une gouvernance du secteur qui soit meilleure. Donc on est parti de ces efforts-là. On soutient des efforts ponctuels avec des entreprises privées, avec des ONG et des fondations. Et puis enfin, le secteur privé suisse, lui, évidemment, il est libre. La Suisse est un État libéral, d'ailleurs la Côte d'Ivoire aussi, donc les investisseurs vont là où les opportunités se créent. Et je pense que si le marché du chocolat en Afrique et en Afrique de l'Ouest se développait, et je crois qu'il est en train de le faire, nul doute que des chocolatiers suisses vont s'y intéresser. L'Afrique est le prochain marché. Il y a eu l'Europe, il y a eu la Chine, et l'Afrique est le prochain marché. Donc le jour où il y a un marché africain, la transformation jusqu'au chocolat se fera ici par le secteur privé suisse. Pour le moment, on est encore dans des balbutiements, c'est vrai. Une chose est certaine, la Suisse est un pays riche et pourtant, à part de l'eau, votre sous-sol n'a rien du tout. D'où ça vient cette richesse? Vous avez raison de le rappeler, au début du XXe siècle, les gens émigraient de Suisse parce qu'ils avaient faim. Vous avez des villes entières en Amérique latine qui ont été construites par des Suisses qui avaient émigré. Donc on revient de très loin. Je crois que mes ancêtres ont eu une vision du pays, une vision des secteurs économiques qui pouvaient être porteurs pour le pays. Et surtout, ces politiciens de l'époque ont misé sur les cerveaux. Je crois que notre matière première principale, c'est le cerveau, comme d'ailleurs sur la planète entière. Et on a investi massivement dans l'éducation et la formation à haut niveau. Et à la fin, quand les gens sont très bien formés, ils développent des idées, vous développez un cercle vertueux et une économie performante. On a l'habitude de dire que les Suisses sont parfois un peu trop sérieux, peut-être qu'on travaille un peu beaucoup, donc on manque parfois de spontanéité, mais c'est vrai que les résultats, en tout cas pour le pays, sont là. Et les industries clés chez vous, c'est un peu les secteurs bancaires et financiers? Oui, mais beaucoup plus. Donc, les banques, c'est 5% de notre produit intérieur brut, les assurances, 4%. Donc, vous imaginez qu'il y a 91% de l'économie qui est composée d'autres secteurs que la place financière. Industrie des machines, industrie pharmaceutique, les services, les communications, les services sanitaires, médicaux, puis toute une série de nouvelles technologies. Donc, oui, la place financière est importante, mais elle ne pèse que 5% de la richesse annuelle de la Suisse. Et justement, cette place financière, on l'attaque souvent d'abriter des fortunes illicites. Oui, elle est souvent attaquée. J'ai envie de dire, malheureusement, et les préjugés sont encore forts en Afrique. J'ai envie de rappeler ici qu'on a aboli le secret bancaire, qu'on s'est aligné à tous les standards internationaux de l'OCDE et du GAFI, qu'on a procédé à des échanges des accords d'échange automatique d'informations avec plusieurs pays sur la planète, plusieurs dizaines de pays. Donc notre place financière est aux normes. Et en plus, on est le pays qui, quand il découvre, parce que ça arrive encore malheureusement, des fortunes mal acquises déposées chez nous, restitue le plus sur la planète. On a restitué plusieurs milliards en exercice assez d'ailleurs long et fastidieux vers les pays originaires de ces fonds. Donc je crois que c'est un mauvais procès qui est fait. J'ai encore en mémoire les Philippines, non? Les Philippines, le Pérou, le Nigeria, il y a beaucoup de cas. Oui, il y a beaucoup de cas. D'accord. Haïti aussi. Oh, parce qu'on se souvient, on est né, on a grandi avec cette légende, telle ou telle personne aurait sa fortune logée dans les banques en Suisse. C'était récurrent et ça montrait, ça parlait beaucoup en tout cas. Oui, mais je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a des organismes internationaux qui veillent à la bonne marche et à la mise en œuvre et à la compliance des places financières et la nôtre s'est totalement alignée et notre gouvernement a fait le travail. Mon gouvernement. Le gouvernement, votre gouvernement. On se souvient que vous avez dû rapatrier un chef d'État d'Afrique centrale, je crois. On était en 2019, juillet 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites sans doute référence au séjour du président camerounais. À l'époque, il séjournait de manière privée à Genève. On ne l'a pas rapatrié. Il est parti de lui-même un peu plus tôt que prévu. Un peu plus tôt que prévu.
D'accord, c'est pas un rapatriement, d'accord. Et puis, vue d'Afrique, la Suisse, c'est le paradis des montres, hein, le paradis du chocolat, les montagnes. Vous donnerez quelle image à votre pays? Alors justement, c'est juste, on fait des montres de grande qualité, du chocolat de bonne qualité, nos banques sont performantes, certes, mais comme je l'ai dit, il y a une très grande diversité de l'économie. On oublie aussi la particularité du système politique suisse. C'est un système totalement décentralisé. L'État fédéral, donc l'État central, a peu de pouvoir. Pour vous dire, 80% des impôts sont levés par les communes et les provinces et pas par l'État central. C'est un pays aussi qui permet à la population de voter sur un très grand nombre de sujets. On vote en majorité sur 12 sujets par année, toutes sortes de choses. Dès qu'un citoyen, un groupe de citoyens a une idée qui pense bonne, ce n'est pas toujours le cas, et qui récolte 100 000 signatures de citoyens qui pensent comme lui, et que ces signatures sont validées, la population est amenée aux urnes. Et on arrive parfois à voter sur des choses qui sont assez profondes et importantes pour le pays. Et ça donne véritablement le pouvoir à la population et ça met évidemment le gouvernement en position de redevabilité constamment. Et ça, c'est vraiment une image de la Suisse que j'aimerais véhiculer. Et puis aussi, la Côte d'Ivoire, à 25%, je crois, de personnes étrangères sur son sol. On dit que c'est vraiment, il y a une grande immigration en Côte d'Ivoire. C'est pareil en Suisse, 25% de population étrangère, sans compter les centaines de milliers de frontaliers qui arrivent chaque jour pour travailler en Suisse et qui repartent en France, en Allemagne ou en Italie. Donc on est un petit pays, mais très ouvert sur nos voisins. Et il faut dire que votre capitale, c'est Berne, pas Zurich, pas Genève, qui sont les plus connus mondialement. Ça va faire un peu plus de 2 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez du pays? Un magnifique pays. Un pays, pour moi, c'est d'abord des gens. Une population et les gens sont extrêmement chaleureux, joyeux, ils vous accueillent, vous vous sentez immédiatement chez vous. Et ça, c'est très, très touchant. Aussi des gens extrêmement paisibles, donc ça donne un grand sentiment de confiance. Et puis l'autre chose, c'est que venant d'un pays enclavé, montagneux, avoir l'océan tout proche, là on voit le plateau des lagunes, c'est extrêmement bénéfique, c'est magnifique, c'est magique pour quelqu'un qui a... Et on a aussi des montagnes comme chez vous. Comme à Mans, exactement. Côté musique? Magnifique scène artistique, musicale, art visuel, danse. La Côte d'Ivoire regorge de talent et c'est un plaisir de le découvrir. Vous connaissez qui? Quel chanteur ici en Côte d'Ivoire? Zouglou, Coupé Décalé, Magic System, etc. Et également aussi... Coupé Décalé, vous citerez qui? Voilà. Coupé Décalé, vous pouvez citer qui? Et d'autres. Enfin, j'aime beaucoup la musique ivoirienne. La musique ivoirienne. On citerait des Bordeaux, les Confas, tout ce que vous voulez. Merci. Merci, Excellence. Anne Lugon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Merci d'être venue nous présenter la carte postale de votre pays. On en sait beaucoup aujourd'hui. Votre pays qui entretient des liens étroits avec la Côte d'Ivoire depuis 6 décennies maintenant. Et même, je devrais dire, 7 décennies, parce que ça fait 70 ans aujourd'hui que le Centre suisse de recherche scientifique a vu le jour à Yopougon. Merci une nouvelle fois d'être venu et à très bientôt. La RTI, c'est désormais chez vous. Mes très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Ce journal a été construit pour vous grâce à un beau monde. Je remercie chacun d'eux pour leur implication. Merci à Abiba Dambele Saoué, merci à Adama Kone, Michel Mambo, Michel Digré, Aurélia Drokula, Fofana Mamadou, Timité Mongbe, Arlette Kwame, Michel Digré, Damé Richard, Ibrahim Fofana, toute la réalisation, les techniciens, caméramens, la régie, le son, le nodal, tous ces gens dans l'ombre qui nous mettent en lumière. Bon dimanche, bonne santé.